déposer des conclusions au gouvernement. Et nous avons eu un premier échange dans un cadre plus large. Mais je voudrais que vous puissiez, avec votre expertise, votre expérience du terrain et de connaissance de l'automobile et des automobilistes plus généralement, que vous alliez plus loin et le plus loin possible dans votre pensée pour que nous-mêmes on puisse en tenir compte. Je voulais vous rappeler également que cette mission est publique, est enregistrée sur le site internet de l'Assemblée et les chaînes parlementaires s'en emparent quand ils veulent, où ils veulent. Voilà. Alors, Maître Bollecker, peut-être pour commencer? Oui, volontiers. Merci, Monsieur le Président. Mon nom est donc Didier Bollecker. J'interviens en tant que président de l'Automobile Club, l'association française des automobilistes, qui est née du regroupement de l'Automobile Club d'Alsace au départ, avec une vingtaine d'autres automobiles clubs et avec la Fédération française des automobiles clubs, qui était à l'époque présidée par Christian Gérondeau, qui est aujourd'hui toujours membre de notre comité de direction. Nous sommes probablement la première organisation représentative des automobilistes, puisque nous avons un peu plus de 700 000 membres cotisants. Et à ce titre, nous sommes membres de la Fédération internationale de l'automobile, au sein de laquelle j'exerce des fonctions de juge auprès du tribunal international et de membre de l'Euroboard. Je suis également membre du conseil d'administration du Fonds de garantie automobile, ce qui me permet aussi d'aborder les questions de sécurité routière dans les circonstances particulières du défaut d'assurance. Notre automobile club s'occupe de sécurité routière depuis maintenant 110 ans. Ça ne veut pas dire que nous savons tout, mais ça veut dire que nous avons une certaine expérience et que nous avons pu regarder de près le comportement de cet homo spécial qu'est le conducteur. En réalité, un accident fait toujours intervenir 3 facteurs. Il y a en premier lieu le conducteur, en deuxième lieu la voiture et en troisième lieu les infrastructures. C'est dans ces 3 domaines que je souhaiterais vous faire part de mes premières réflexions. Je commencerai, si vous le voulez bien, par la route. La route, c'est évidemment le lieu de tout le drame. Et les infrastructures ne sont pas toutes égales entre elles. Vous savez que les accidents mortels sur autoroute représentent à peu près 6% du total, sur les routes nationales 9%, sur les routes départementales 66% et les voiries communales et urbaines 19%. Si on pondère ça par le kilométrage et le trafic, ça veut dire qu'il est 8 fois plus dangereux de rouler sur une route départementale que sur une autoroute. Or, c'est avec le même véhicule et avec le même conducteur. Il y a donc une importance considérable de l'infrastructure. C'est d'ailleurs pour cela que la Fédération internationale de l'automobile a développé le programme EuroRAP. En 2 mots, je vous rappelle que ce programme consiste à faire une analyse des routes par un système perfectionné d'enregistrement à la fois de la qualité des revêtements, de la signalisation, qui est corrélé avec des données d'accidentologie. Ceci permet n'a pas un effet direct évidemment sur la sécurité, mais permet d'avoir un outil clair et indiscutable des zones à risque. Or malheureusement, notre pays est un des rares pays européens à ne pas participer à ce programme. Nous demandons instamment que la France rejoigne le programme EuroRAP. Au point que j'ai quelque honte à vous avouer que les seuls axes qui ont pu être examinés en France l'ont été par nos homologues étrangers à leurs frais sur la route des vacances des touristes étrangers. Je pense qu'il y a là une situation tout à fait inadmissible. Le président Chirac avait à l'époque dit que la France rejoindrait le programme, et puis depuis, on nous dit
ah ben non, il y a des problèmes techniques, et puis maintenant les routes, c'est les départements, etc., etc. Ces arguments ne résistent pas à l'examen et les moyens techniques, les données existent. Il faut que la France se lance là-dedans. Je pense d'ailleurs qu'elle n'aura pas à rougir de manière globale de son réseau routier. Encore faut-il qu'on le sache et qu'on puisse détecter les points noirs. Donc voilà, en ce qui concerne les infrastructures, mes premières réflexions, mais nous pourrons bien entendu y revenir. Le deuxième aspect des infrastructures, c'est la route qui pardonne. Des études suédoises ont montré qu'un conducteur commet à peu près un geste erroné tous les 500 gestes en conduisant. Conduire, c'est tourner le volant, c'est changer de vitesse, c'est mettre en route les phares, les essuie-glaces, etc. Eh bien, tous les 500 gestes, il y en a un erroné. C'est statistique et c'est, semble-t-il, irréductible. Un accident est donc la conjonction, dans un certain espace-temps, de plusieurs gestes erronés. D'un conducteur, de celui qui vient en face, et éventuellement une succession dans le temps plus rapide, si vous voulez, puisque il s'agit uniquement d'un élément statistique. Il faut donc que la route pardonne. Ce sont les rails de sécurité, ce sont les pylônes protégés, ce sont des tas de choses. On assiste aujourd'hui dans les pays scandinaves à des rails, à des glissières de sécurité, même sur certaines routes à 2 voies, au milieu de la chaussée pour éviter un certain nombre d'accidents. Donc je crois que la route qui pardonne, dans la mesure où l'homme qui est le conducteur est imparfait et le demeurera, est une notion qui doit être prise en considération. Le deuxième grand volet, en titre d'introduction, concerne les véhicules. Alors les véhicules ont fait des progrès absolument considérables. Je pense à la ceinture de sécurité routière qui a été introduite par Christian Gérondeau. Je pense aux cellules déformables en cas de choc. Et là, tout ceci a été mis en évidence par le programme des crash tests, le fameux programme Euro NCAP, également lancé à la base par la Fédération internationale de l'automobile. Je pense à l'ESP, qui a été rendu obligatoire après une campagne importante menée par la Fédération internationale de l'automobile, et maintenant le développement d'un grand nombre d'aides électroniques. Tout ceci fait que les voitures d'aujourd'hui sont infiniment plus sûres que celles d'autrefois, avec peut-être quelques effets pervers dans la mesure où plus confortables, plus silencieuses, elles peuvent entraîner un facteur de perte de la notion de risque chez le conducteur. Nous pourrons, si vous le souhaitez, y revenir tout à l'heure. Ce tableau idyllique est quand même un peu assombri par l'âge du parc automobile français. La France est l'une des lanternes rouges dans ce domaine en Europe, puisque depuis l'an dernier, l'âge moyen d'un véhicule en France a dépassé les 8 ans. Or, en 8 ans, il s'est accompli un grand nombre de progrès en matière de sécurité routière. C'est d'autant plus préoccupant que ce sont souvent les jeunes qui ont ces vieilles voitures. Et ce sont les jeunes qui payent le plus lourd tribut à la sécurité routière. Nous y reviendrons tout à l'heure. J'ai coutume de dire qu'il n'est pas admissible qu'un conducteur âgé soit simplement un jeune qui ait survécu. Donc, le facteur voiture me paraît être très en avance par rapport, dans son progrès, par rapport au dernier facteur que j'évoquerai maintenant, c'est le conducteur. Nous, ce qui nous apparaît aujourd'hui, c'est que le fossé se creuse entre le progrès technique et la formation du conducteur. Le viatique rose que l'on obtient après sa 18e année est en principe un permis à vie, alors que tout le monde s'accorde à dire qu'un conducteur qui vient de passer le permis de conduire ne sait pas conduire. Il sait faire un créneau, il sait respecter un certain nombre de règles, il a réussi à remplir son QCM et ne pas se tromper plus de 5-6 fois sur les panneaux, mais il ne sait pas conduire, c'est très clair.
Or, c'est lui qui va être lancé dans le flux de la circulation. Et que les jeunes payent un plus lourd tribut en matière de sécurité routière, et je dirais malheureusement tout à fait normal. C'est normal parce qu'il n'a pas acquis l'expérience, c'est normal parce qu'il roule probablement dans un véhicule plus ancien, et c'est normal parce que quand on est jeune, on n'a pas la même perception du risque que lorsque on s'est un peu assagi avec l'âge. Donc tous ces facteurs font qu'aujourd'hui, il y a un divorce complet entre la formation du conducteur et les nécessités réelles de la conduite. Le meilleur exemple qu'on peut citer à ce sujet, c'est celui de l'Autriche. L'Autriche a mis en place en 2003 un cursus obligatoire de formation des jeunes conducteurs dans les 12 mois qui suivent l'obtention du permis de conduire. Car l'idée n'est pas de modifier la formation initiale du permis de conduire. L'idée est de reprendre, si vous voulez, les acquis après un an de circulation effective, quand on commence à croire qu'on sait conduire. Cette formation, qui est obligatoire pour la validation définitive du permis, consiste en un certain nombre d'heures passées sur des pistes de sécurité routière. Ces pistes de sécurité routière ne sont pas des écoles de pilotage. Ce sont des pistes destinées à montrer au conducteur, au contraire, ses limites et à quel point il est facile de sortir de la route. Notre Automobile Club exploite en France 7 pistes de sécurité routière sur l'ensemble du territoire et nous formons annuellement environ 20 000 stagiaires sur nos pistes de sécurité routière. Pour en revenir à l'expérience autrichienne, on s'aperçoit, avec quand même un recul maintenant de près de 9 ans, une diminution de l'accidentologie des jeunes conducteurs permanente de 30%. Alors voilà un résultat tangible, scientifiquement constaté, non équivoque, et qui représente une piste extrêmement sérieuse de diminution de l'accidentologie en France, spécialement vers les jeunes qui sont les plus visés. Notre préconisation donc dans cette matière est d'instaurer une telle mesure le plus rapidement possible en France, c'est-à-dire un stage post-permis obligatoire, de toute façon avant que le conducteur ne puisse atteindre les 12 points. Il y a là manifestement une grande réserve de sécurité routière. Le deuxième aspect, c'est la réforme du permis de conduire. Vous savez que, ensuite d'une directive européenne, le permis de conduire n'est plus décerné à vie, mais doit refaire l'objet d'une validation tous les 15 ans. Alors la transposition nationale de cette directive permet aux États de n'en faire qu'un renouvellement purement administratif. C'est-à-dire on est toujours en vie, on redonne son adresse et puis on a à nouveau un carton pour 15 ans. On peut peut-être se demander si le moment n'est pas venu de réfléchir aux modalités du renouvellement du permis de conduire. Est-ce que là aussi, on ne peut pas envisager un stage de mise à niveau sur piste de sécurité routière ou bien un examen au minimum de la vue, qui est quand même un facteur extrêmement important en matière de sécurité routière. N'oubliez pas que 44% des accidents interviennent de nuit, ce qui laisse quand même à penser qu'il peut y avoir un problème de vision. Donc voilà des pistes que nous souhaitons lancer, et je dirais que s'il y a une cause essentielle aux accidents aujourd'hui en France, c'est au sens large du terme un divorce entre la formation des conducteurs et l'état des infrastructures et des véhicules. Merci. M. Boeliker, quelques petites remarques. En vous remerciant pour la clarté également de vos propositions. Je prends l'Autriche.
Oui. dont vous parliez. Là, Oui. nous avons auditionné tout à l'heure la prévention routière. Et le nombre de tués par million d'habitants est plus important qu'en France. Je veux dire, parce que eux, ils ont, je vous donne l'exemple de ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure, ils calculent par le nombre de morts par million d'habitants. Or, l'Autriche est encore, même si ça diminue, est encore largement supérieure à la France. Oui, ça n'exclut pas l'efficacité de la Ça solution n'exclut qu'ils ont pas. mis en œuvre. Nous sommes bien d'accord. Ça n'exclut pas. Oui. Deuxièmement, pour la suite, on est en train de s'interroger dans les conclusions qu'on va déposer, de mettre vraiment le doigt sur ce qui nous semble déterminant. L'histoire de la formation du permis, c'est vrai que ça nous a été soumis à plusieurs reprises. On ne sait pas encore comment on va le... Mais il y a vraiment quelque chose à faire et à refaire dans ce secteur-là. C'est pour ça que votre contribution me semble importante. Je voudrais quand même vous interroger également sur d'autres problèmes qui nous interpellent. On en a déjà parlé. Est-ce que vous êtes pour le bridage des moteurs, par exemple? Alors, est-ce que vous êtes pour le système Lavia? Oui. Parce que nous, on va être obligés de nous prononcer. Oui. Et donc, sur le problème, ça c'est la partie, j'allais dire, vitesse. Alors, par rapport à la technique au niveau des automobiles, quelle serait la mesure au niveau des constructeurs que vous rendriez obligatoire et qui pourrait, vous avez à juste titre parlé de la ceinture de sécurité qui a été c'est pourtant un simple ruban qui a été une véritable révolution, je veux dire en termes de diminution de nombre de tués. Quel est ce qu'on pourrait suggérer aux constructeurs de rendre obligatoire et qui pourrait permettre de diminuer considérablement le nombre de personnes tuées? Voilà. Oui. Alors, s'agissant du bridage des véhicules, je vais d'abord vous répondre de façon un peu provocatrice, si vous le permettez. Les seuls véhicules bridés qui sont actuellement commercialisés en Europe sont les hauts de gamme allemands BMW, Mercedes et Audi, avec simplement la très grande hypocrisie qui sont bridés à 250 km/h. Aucun véhicule français n'est bridé. Bien. Cette boutade mise à part, le bridage ne me paraît pas une bonne solution, même si techniquement elle apparaît évidemment comme simplissime. Il faut bien voir que la majorité des accidents, et je l'ai évoqué tout à l'heure, interviennent sur les routes nationales et les routes secondaires, c'est-à-dire 90 ou 110. Des véhicules bridés à 150 n'apporteraient donc absolument rien. Le bridage ne pourrait intervenir que par rapport à des véhicules circulant sur autoroute. Le deuxième point, c'est que vous ne pouvez pas créer de catégorie de véhicules. Le bridage des moteurs n'est envisageable que sur les véhicules nouveaux. Car sinon, vous allez brider uniquement la course de l'accélérateur et donc la puissance et donc aussi la faculté de dépassement d'un véhicule qui est un gage de sécurité. Compte tenu de l'état du parc français, dont l'âge moyen, je vous le rappelle, est de 8 ans, c'est-à-dire qu'il y a des véhicules qui ont 1 an, mais des véhicules qui ont 16 ans, le délai dans lequel l'ensemble des véhicules est équipé, c'est 16 ans, considérable. La troisième raison pour laquelle je suis contre, c'est que, vous savez que j'habite Strasbourg, il m'arrive de rouler en Allemagne à plus de 130 km/h. Et je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais j'ai le droit, si je puis m'exprimer ainsi. Par conséquent, vous ne pouvez pas non plus dire à un conducteur, votre bagnole à l'étranger, elle ne peut vous servir à rien. Et puis ensuite, que faire des véhicules étrangers? Les précédents intervenants dont nous avons suivi la présentation sur les écrans qui sont dans le couloir ont dit que 24% des infractions d'excès de vitesse étaient des véhicules étrangers. Alors eux, ils ne seront pas bridés. Tout ceci me paraît une fausse bonne idée. Là encore, on veut suppléer
un défaut de formation au sens large. Quand je dis formation, c'est à la fois de responsabilisation. Je n'ose pas utiliser le mot civisme, hein, mais je crois qu'il s'agit quand même de cela, des conducteurs. Alors est-ce que on va en permanence uniquement réprimer et limiter, ou est-ce qu'enfin, une bonne fois, on va se lancer dans la responsabilisation et la formation? Notre Automobile Club considère qu'il vaut mieux se lancer dans la responsabilisation et la formation. Sur le deuxième aspect de votre question, savoir quel outil, enfin quelle aide électronique pourrait être élargie, il y en a beaucoup qui se présentent. Il y a les indicateurs de franchissement de ligne, il y a les éthylomètres, il y a les régulateurs de distance. Alors, c'est un outil qui est assez intéressant. En deux mots, vous savez que vous pouvez utiliser votre régulateur, de vitesse. Vous êtes sur autoroute, vous affichez 130. En général, on va juste un peu au-dessus. Hein, on a tous fait. Hein. Allez, 132. Et à partir de là, vous vous laissez conduire par le véhicule, en réalité. Moi, je n'utilisais jamais le régulateur de vitesse sur autoroute. Je considère que c'est un facteur d'endormissement considérable, spécialement de nuit. Quand il n'y a pas de circulation, la voiture roule toute seule, vous ne faites plus rien, ne touchez même plus la pédale de gaz, elle roule. C'est très dangereux. Le régulateur de distance est un dispositif Doppler, un radar, qui, lorsque vous êtes dans une file sur l'autoroute, va maintenir une certaine distance avec le véhicule qui vous précède. Alors vous affichez 130. Si le véhicule qui vous précède, alors vous êtes à 75 mètres derrière. Si le véhicule qui vous précède accélère au-delà de 130, vous resterez à 130. S'il ralentit, la voiture réagira et ralentira pour rester toujours à 75 mètres derrière elle. J'ai la chance d'avoir un véhicule qui est équipé de ce dispositif. Et je l'ai testé cet été, j'étais un peu perplexe, si vous voulez. J'ai été stupéfait. Et en Suisse, où je l'avais mis parce que les contrôles y sont très fréquents, il y a eu un ralentissement très brusque de la circulation. Et bien la voiture a réagi avant moi. C'est quelque chose de très intéressant et je considère que c'est un dispositif qui devrait être obligatoirement associé au régulateur de vitesse. C'est-à-dire où vous n'avez pas de régulateur de vitesse et vous pouvez vous affranchir du radar de distance, mais le limitateur de vitesse, le régulateur de vitesse, pardon, devrait à mon sens être associé à ce radar. Moi, Président, ça serait quand même uniquement ou essentiellement sur l'autoroute. Pas seulement. Parce que... Oui, certes, c'est beaucoup plus utile. En grande partie, ça serait... Tout à fait. Alors, c'est un dispositif coûteux et par conséquent, ce n'est peut-être pas le premier qu'il faudrait demander aux constructeurs d'installer. Nous avons maintenant la généralisation de l'ESP, quelque chose de tout à fait extraordinaire. Je pense que la première étape pourrait être l'avertisseur de franchissement de ligne jaune. Vous savez que certains véhicules, notamment Citroën, sont équipés de ce dispositif. Dès que vous franchissez une ligne jaune ou une ligne discontinue sans avoir mis le clignotant, vous avez dans le volant et dans le siège une vibration qui vous rappelle à l'ordre. Ce n'est pas la panacée, c'est un progrès considérable. Beaucoup de gens déboîtent sans mettre leur clignotant et malheureusement, un certain nombre de conducteurs franchissent des lignes jaunes. En matière technique oui. également de véhicules, comment vous verriez le tableau de bord idéal? Je l'ai dit lors d'une réunion précédente, j'ai eu pendant les vacances, je suis allé voir dans un succursale Peugeot, l'autre Renault,
ils ont toujours les aiguilles d'une banalité triste pour des véhicules, je veux dire, qui coûtent par ailleurs 30 000 euros. Une Laguna, par exemple. Oui. Je leur ai fait la remarque, et j'ai même dit à Peugeot, je leur ai dit à Peugeot, ils ont également un système complètement archaïque. Alors, ils n'ont trouvé rien de mieux que de le mettre sur fond blanc. Comme ça, on le verra peut-être l'aiguille un peu mieux. Je trouve ça franchement lamentable lorsqu'on veut être à la pointe. Alors là, du coup, c'est nos constructeurs français. Et là, comment vous le présenteriez? Alors, Parce qu'il y a également, oui. pour faire, là, on parle de sécurité routière, mais protection de l'environnement, on pourrait également indiquer le niveau de consommation de l'essence ou du diesel, et ça marche. Et là, nos constructeurs ne réagissent pas, ou alors sur quelques rares modèles. Oui. S'agissant de l'ergonomie du tableau de bord, il y a eu des tentatives dans les années 60-70. Souvenez-vous des Citroën GS, où il y avait une loupe et puis un tambour qui tournait avec la vitesse qui s'affiche. Toutes les études ont montré que le conducteur avait une meilleure perception de l'aiguille sur un cadran. Oui, c'est assez curieux. Par contre, on s'achemine aujourd'hui vers une toute nouvelle technologie qui consiste à faire du tableau de bord uniquement un écran plasma, comme dans les avions, sur lesquels vont s'afficher des cadrans et vous allez pouvoir organiser votre tableau de bord. C'est-à-dire, si vous voulez que le compteur de vitesse soit plus gros, vous l'afficherez en zoom, comme sur un iPad, un peu plus grand. Et puis, si vous êtes surtout accro à la consommation, vous pouvez augmenter la consommation. Et donc, un peu un tableau de bord modulable. Je ne sais pas si ça apportera beaucoup de gains en matière de sécurité routière. Par contre, il y a un accessoire qui me paraît promis un bel avenir, pas simplement au titre de gadget, mais en matière de sécurité routière, c'est la projection des données dans l'écran, dans le pare-brise. Dans le pare-brise. Ça, c'est très agréable parce que vous ne perdez pas la route de vue. Et vous pouvez avoir des données en permanence sans gros problème d'accommodation par la projection dans le pare-brise. Ça me paraît un progrès considérable. Il sera d'autant plus utile si l'on en vient à des systèmes du type Lavia, qui en permanence communiqueront avec la voiture et donneront des indications aux conducteurs. J'avais l'occasion de vous dire à Strasbourg que j'étais rédhibitoirement contre les radars dits pédagogiques, car je trouvais insensé de dépenser de l'argent pour indiquer au conducteur à quelle vitesse il roule, alors qu'il suffisait qu'il regarde son compteur. Pour moi, c'est une absurdité. Et s'il ne regarde pas son conducteur, on retombe sur le problème de la formation. Par contre, le système Lavia qui enverrait la donnée réelle de vitesse dans le pare-brise me paraît être une excellente initiative. Mais là encore une fois, je reviens sur mon idée première. Vous imaginez le coût des infrastructures qu'il faut mettre en place pour mettre le Lavia à la fois sur les routes et dans les véhicules, alors que moi je suis persuadé que, indépendamment d'un phénomène incompressible d'accident qui est dû à l'activité humaine en tant que telle, je pense que l'essentiel de l'accidentologie peut être réduite par des mesures de formation. Monsieur le Président, j'ai peur qu'on continue à déresponsabiliser. Oui, c'est une des questions dont on a déjà parlé et donc le rapporteur régulièrement pose la question. Expliquez-nous la logique et où est l'intelligence de notre humanité, de notre société à construire des véhicules qui roulent à 250 km à l'heure
et après être obligé de mettre une batterie d'organismes et de mesures et de techniques pour arriver à diminuer cette vitesse. Il y a là, en termes humains, d'intelligence basique, quelque chose d'illogique, et nous, on est là pour y remédier. Alors que on aurait pu construire les voitures différemment. À commencer par, je reviens sur l'ergonomie des tableaux de bord, un des grands arguments qui nous a été alors à longueur d'audition en disant mais il faut avoir les yeux braqués sur le tableau de bord pour voir si je ne dépasse pas les telle vitesse, alors qu'il est très facile de le mettre en tout grand sans que simplement vous savez pourquoi ils ne le font pas. D'abord, ils n'ont pas envie de le faire parce que ça leur coûte temps étant cher, voilà plus cher, et il est plus valorisant de mettre des techniques plus sophistiquées, mais un constructeur français qui ne sait pas mettre un tableau de bord correct et qui se contente de le mettre en blanc pour qu'on voit un peu mieux l'aiguille, il y a vraiment un côté, je veux dire, désolant. Et je le dis devant vous et comme d'autres. J'ai noté votre position sur le Lavia, parce que le Lavia pourrait être c'est un bridage intelligent. Oui. Et d'ailleurs, nous allons dès demain avec Renault et Peugeot où on va l'essayer. On ira en Suède également l'essayer. Il paraît que la technique marche est tout à fait au point. C'est ce que tout le monde nous a dit, qu'elle ne revient pas tellement cher. Techniquement, c'est un boîtier. C'est tout. Troisièmement, là où il y a un problème, c'est que nous n'avons pas en France les cartes électroniques qui contient l'ensemble des limitations de vitesse. Nous ne l'avons pas. Je pense que notre pays a quelque part l'intelligence de pouvoir le faire. Mais, oui, je dirais mais c'est vrai que il vaut mieux continuer à construire des voitures à 250 km/h. Permettez, je fais volontairement une caricature parce que ça reflète également l'état des discussions que nous avons ici, des auditions et des choses que nous avons entendues. Sur ces deux points, Monsieur le Président, la vitesse, de quoi parle-t-on? Les excès, les taux de dépassement des vitesses limites autorisées, tels qu'ils résultent des organismes officiels, c'est quelque chose de relativement faible. Vous avez comme moi les chiffres qui viennent de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Les excès supérieurs à 50 km/h représentent 0,07%, les excès supérieurs à 40, 0,2%, et les excès supérieurs à 30 km/h, 0,6%. Est-ce que, en les cumulant, ça ne nous fait pas 1%? Est-ce que, pour ces 1%, il faut mettre en œuvre le Lavia, le bridage et ces choses-là? Ça me paraît vraiment écraser une mouche avec un marteau pilon. Monsieur le Président, permettez-moi, dans ce cas-là, est-ce qu'il est encore nécessaire de mettre des limitations de vitesse? On peut pousser le raisonnement. J'allais dire, si l'homme était idéal, si le comportement était idéal, on ne parlerait pas de tout ça. Mais, bien sûr que le comportement ne l'est pas aujourd'hui. Nous souhaitons qu'il soit amélioré. Mais par rapport à la diminution de la réglementation, je crois que quelqu'un vous l'a déjà dit lors des auditions, certains pays commencent à expérimenter la suppression des feux rouges en agglomération. Et ça donne pas de mauvais résultats. Parce qu'au lieu de passer au vert sans regarder s'il y a un véhicule qui grille le feu rouge, tout le monde ralentit pour regarder. Donc il faut être très prudent dans ce domaine. Je reviens encore une fois sur le bridage des véhicules. Vous annonceriez, enfin le gouvernement annoncerait une
une telle mesure, ça pourrait porter quand même un coup extrêmement rude aux constructeurs français. Ce sont d'autres considérations, j'en conviens. Mais elles ont aussi, à terme, une incidence en matière de sécurité routière. Les premiers à avoir introduit des limitations drastiques sur autoroute, c'est les Américains. Eh bien, ça a complètement stoppé le progrès technologique des voitures américaines. Et les voitures américaines, aujourd'hui, ah oui, absolument, n'ont absolument pas les capacités techniques des voitures européennes. Les rares voitures américaines performantes, c'est des voitures européennes adaptées au goût américain. Donc on risque aussi de freiner le progrès en matière de sécurité routière. Alors aujourd'hui, on est certainement arrivé à un domaine où il y a un phénomène de seuil. C'est-à-dire une grosse voiture, bien insonorisée, puissante, silencieuse, confortable, a un phénomène d'endormissement du conducteur et de perte de notion de risque. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut redevenir à la 4 chevaux bruyante et mal amortie qui freinait mal. Je crois qu'il faut assumer le progrès et il faut que la formation suive. Ça, c'est le fond de notre position. Oui. D'un mot, je reviendrai volontiers sur les questions de vitesse en bouclant par rapport au sujet de formation que nous avons abordé au départ. Pourquoi ? Eh bien parce que si l'on regarde les endroits où se produisent les accidents de la circulation de façon majoritaire, le président Bollekert l'a rappelé tout à l'heure, 66% des accidents mortels ont lieu sur les départementales. Les circonstances de ces accidents sont beaucoup plus souvent, lorsque la vitesse est en cause, une vitesse excessive par rapport aux circonstances, sans être obligatoirement le dépassement d'une vitesse autorisée. La grosse difficulté que nous avons, c'est de faire garder la notion de risque aux conducteurs, et notamment, je reviens sur la question des jeunes conducteurs, tout simplement parce que leur inexpérience ne les a pas mis dans des situations de danger, et ils n'ont pas conscience du fait que lorsque, par exemple, l'hiver, ils dépassent 60 km/h sur une route enneigée ou, pire encore, dans une situation de brouillard importante, qu'ils courent un danger important. Lorsqu'on parle de formation des jeunes conducteurs et que nous faisons référence à l'expérience autrichienne, c'est pour attirer l'attention sur le fait que ce qui doit se passer dans la première année du permis, c'est la mise en face du jeune conducteur qui a commencé à accumuler un petit peu d'expérience de situations à risque qu'il risquerait de trouver sur son passage. Voilà pourquoi nous sommes persuadés qu'il faut qu'il y ait une partie pratique dans cette formation et que s'il s'agit d'avoir des discussions avec des moniteurs pendant plusieurs heures, ça ne sera pas suffisant. Cette phase pratique amène le conducteur à se retrouver à basse vitesse dans des situations qu'il croyait maîtriser et qu'il se trouve ne pas maîtriser du tout. Et la conséquence de cela, c'est qu'il se rend compte, si la formation est faite par des moniteurs qui ont conscience de tous les éléments nécessaires des 4 niveaux de la matrice GDE, je pourrai revenir sur ces sujets si vous le souhaitez, mais s'ils ont conscience de cela, ils arrivent à faire passer une véritable conviction. Je vais vous raconter une courte anecdote. Lorsque l'Automobile Club, il y a un certain nombre d'années, s'est intéressé à la formation et à la conduite et que nous avons été amenés à reprendre une série de pistes, 7 au total, qui faisaient ce type de formation. Avec mes équipes, je suis allé faire rapidement une formation pour à la fois voir comment fonctionnait ce système et puis parce que c'était un élément de sécurité routière interne à l'entreprise. J'ai fait coéquipe avec l'un de mes collaborateurs qui avait déjà passé, mais il y a bien longtemps, une formation de ce type-là dans une école qui manipulait l'aspect « je vais vous apprendre à maîtriser votre véhicule ». Et il m'a dit « je sais faire ». Et au premier tour de piste, il n'a pas su faire. On a fait un deuxième tour, et là, pas de problème, il a maîtrisé. Je lui ai dit « eh bien voilà, un exemple typique, sur la route, il n'y a pas 2 essais ». Et c'est pour ça que cette formation, bien faite dans cet esprit-là,
est indispensable. Elle permet de faire comprendre à la personne que sur la route, on ne joue pas et que, j'allais presque dire, limite de vitesse ou non, la question est de savoir, en toutes circonstances, rester maître de son véhicule, avec un véhicule en bon état et sans être soi-même ni fatigué, problème d'hypovigilance, ni sous l'empire de telle ou telle substance. C'est complexe, la sécurité routière, vous le savez, Monsieur le Président, tout aussi bien que nous. Mais au fond, c'est relativement simple. Il faut simplement que on se rende compte, comme on le dit dans les entreprises à présent, que la conduite est un acte de travail. Ce n'est pas un acte anodin. Et il faut une formation, et pour cela, il faut une formation continue. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci pour ce complément. Bon, c'était, je suis content qu'on ait pu se revoir, parce que ça va être, vous l'imaginez bien, c'est le nœud du grand débat qu'il y a en ce moment en matière de sécurité routière. C'est le problème principal. Vous le savez très bien, nous avons eu ici des personnes qui sont venues et nous prouver exactement l'inverse de ce que vous dites, hein. Et avec des arguments que nous écoutons aussi, mais c'est pour ça qu'il était bon qu'on puisse encore, que vous puissiez préciser un peu votre pensée. Je suis également preneur, comme je vous l'avais déjà dit, Maître Bolletker, de tout document ou de tout... Nous vous en avons préparé. Voilà, très bien. On est preneur pour que on puisse, le moment venu, je veux dire, argumenter nos propositions de la manière la plus vraie possible du terrain et de la réalité. S'agissant de ce stage, je voudrais, si vous le permettez, ajouter quelque chose. Vous le feriez à partir donc au bout de 6 mois après l'avoir. Oui, il faut laisser un certain temps. C'est plutôt entre le 12e et le 18e mois. Grosso modo, Enfin, un an alors. Grosso modo, un an après. Voilà. Alors, donc j'ai permis. Bon, il faudrait voir comment il nomme. Comment est-ce que. oui, écoutez, ça ce pose, serait pendant ce temps-là, on ne pourrait pas enlever le A avant. C'est le poste permis. Se posent différentes questions. Évidemment, c'est les infrastructures pour faire ces stages, et c'est le coût de ce stage. Ce sont des questions qui sont souvent soulevées. Si l'on se réfère à l'expérience autrichienne, l'Autriche considère que on a économisé en accidents, décès, invalidité, etc., quelque chose comme 100 millions d'euros par an. Avec 100 millions d'euros, on peut déjà en former des stagiaires. Hein. Donc, de ce côté-là, au niveau de l'équilibre macroéconomique, il ne semble pas y avoir de problème majeur. Il faut aussi penser, une organisation comme la nôtre est sans but lucratif, mais nous avons quand même des impératifs à respecter. Et l'exploitation des pistes de sécurité routière est quelque chose de très difficile au niveau de l'équilibre financier. Par conséquent, si on veut qu'il y ait des gens qui investissent dans des pistes de sécurité routière, il faut évidemment qu'il y ait des stagiaires qui viennent. Bien. Je pense qu'il devrait y avoir aussi une incitation de l'État, indépendamment du jeune conducteur pour qui ce stage serait obligatoire, mais pour tout conducteur, je vous assure que c'est une expérience extraordinaire, c'est même assez ludique d'aller sur une piste de sécurité routière. Une incitation qui ne soit pas forcément financière et qui ne coûterait rien à l'État, mais en quelque sorte une carotte ou un bonus accordé au conducteur qui ferait l'effort de se perfectionner et qui se verrait allouer un 13e ou un 14e point sur son permis à points. Je pense que s'il n'y a pas cette incitation, on restera uniquement confiné à un public extrêmement marginal et que là, par contre, avec cette incitation, on devrait pouvoir développer les pistes et les infrastructures qui, elles, seront nécessaires pour pouvoir accueillir en masse les jeunes conducteurs, pour lesquels les stages seront obligatoires. Quel est le prix moyen de cette formation ? Je vais laisser répondre M. Braun, je crois que c'est dans les 260 €. Oui. Il est vrai que des formations plus poussées pour les personnels d'entreprise atteignent des tarifs comme ceux-là, de l'ordre de 250, 260 €.
pour les jeunes conducteurs, nous faisons des opérations qui sont actuellement un petit peu inférieures à 200 €, plutôt de l'ordre de 190. Et il est évident qu'un tarif est lié à des volumes et qu'on peut imaginer une organisation plus industrielle qui permette de rendre encore plus accessible cette opération, dont il faut rappeler qu'elle peut intéresser également les assureurs, car il est évident qu'un assureur est souvent prêt à contribuer à des opérations qui permettent de faire baisser la sinistralité. D'ailleurs, une part non négligeable des opérations que nous réalisons actuellement sur nos pistes se fait en partenariat avec des assureurs qui prennent en charge, suivant le cas, tout ou partie du tarif de ce stage. Mais je crois qu'en réalité, beaucoup de gens en France sont persuadés de la nécessité de ce stage, et c'est au point qu'il n'y a pratiquement pas de comité interministériel de la sécurité routière qui ne contienne pas dans ses mesures la décision d'expérimenter le contrôle, la mise en place volontaire de stages de formation pour les jeunes conducteurs. Simplement, c'est l'une des rares mesures qui ne fait pas l'objet réel de mise en œuvre jusqu'à présent, malgré les rapports successifs au niveau européen, au niveau national. Et je voudrais à ce titre simplement citer le rapport Lebrun-Mathieu de 2008, qui concluait au retard important de la France en la matière et en la nécessité de mise en œuvre de stage post-PMI pour les jeunes conducteurs. Je pense que s'il ne fallait retenir qu'une seule mesure, ce serait celle-là, et qu'elle sera porteuse de résultats, c'est absolument évident. D'idées, on n'a pas encore parlé d'alcool. On peut rappeler quand même que depuis une ordonnance de 1970, la possession, enfin la détention d'un alcotest dans tous les véhicules est obligatoire pour des conditions fixées par arrêté, qui n'est jamais sorti. Donc, il faut pas rester... Je vous remercie. C'est une de nos idées que Pardon ? nous avons. C'est une de de nos vos idées, oui. dont nous avons discuté avec d'autres intervenants, et donc c'est une idée qui fait son chemin. Par contre, le décret d'application de la loi que vous avez récemment votée concernant l'éthylotest embarqué pour les conducteurs condamnés à titre de peine alternative, lui est sorti le 5 septembre dernier. Oui. Donc ça s'est allé plus vite. Oui, mais de toute façon, il faut reprendre le problème complètement. Mais c'est une idée qui revient régulièrement parmi l'ensemble des personnes que nous avons auditionnées. Très bien de l'avoir rappelé. Oui, je crois que c'est important parce que la part de l'alcool dans les accidents est quand même importante. Elle est de l'ordre de 31%. C'est quand même considérable. Bon, c'est probablement rarement un facteur unique, mais c'est souvent un facteur déterminant. C'est quand même une proportion qui est extrêmement importante. Donc je pense qu'une action sur l'alcoolémie au volant serait certainement beaucoup plus utile que le bridage des véhicules, par exemple. Oui, vous pouvez le prendre ainsi. On en a déjà discuté, y compris avec Roger Brown. Je crois que au niveau de la mission, on a appris à se méfier des chiffres. Oui. Parce que on a maintenant, depuis le mois de juin, mais de 1 à 10 des variations selon. Donc on prend tous les chiffres avec beaucoup de doigté, et on les étudie parce que très souvent les causes sont multiples, et on n'arrive pas à y voir clair, et même en discutant avec la police ou la gendarmerie, quand ils cochent, ils ont un certain nombre de cases. Quand le type est mort, il a roulé vite, et puis basta. Permettez-moi de le dire aussi brutalement, mais très souvent, il a roulé vite, il a bu, il n'a pas respecté la priorité, ou il avait... les causes sont plutôt très difficiles à analyser. Donc, voilà. Donc, à mon avis, si on peut jouer sur... le problème, c'est qu'également, ce qu'on pose la question, sur quelle cause faut-il jouer en premier, si vous me permettez l'expression? Oui,
simplement revenir d'un mot, on répondra volontiers à votre question, Monsieur le Président, sur la question de l'origine des chiffres. D'abord, pour préciser que, justement, nous méfiant, comme vous, des chiffres, tous ceux que nous avons cités sont ceux qui sont tirés de l'Observatoire national de la sécurité routière et non pas nos propres chiffres. Simplement, je me souviens, comme cela fait malheureusement beaucoup de temps que je m'occupe des questions de sécurité routière, je me souviens des enquêtes Réagir qui avaient le vif intérêt de s'intéresser aux aspects multicausaux des accidents de circulation avec une commission, vous connaissez le système, composé à la fois de fonctionnaires et de responsables associatifs qui, sur un certain nombre d'accidents mortels ou très graves de la circulation, faisait une enquête qui pouvait parfois durer plusieurs journées et s'étaler en réalité dans le temps sur plusieurs semaines. C'était extrêmement instructif. Et à l'époque, alors que nous nous battions pour que soit enfin généralisé en France le contrôle technique des véhicules, les rapports tirés des fiches BAC entre-temps améliorés donnaient 2 à 3% d'origine liée à l'état au véhicule, aux accidents de la circulation. Les enquêtes Réagir ont démontré qu'il s'agissait en réalité de 21%. Et ces éléments-là ont été déterminants pour la mise en place d'une mesure salutaire qui était le contrôle technique des voitures en France. Alors, au fond, aujourd'hui, pour répondre à la question de savoir quelle est la cause d'accident à laquelle il faut s'attacher en premier, cela voudrait dire qu'on soit mieux encore qu'aujourd'hui capable de répondre à la question multicausale des causes d'accident, mais incontestablement, un conducteur 5 étoiles dans une voiture 5 étoiles sur des routes 5 étoiles, et ça n'est pas une boutade de dire c'est la solution. Je reviens peut-être d'un tout petit mot sur la... Pardon. Mais Monsieur Brown, je suis d'accord. Mais si il y a un problème d'égalité, si tout le monde pouvait avoir une voiture 5 étoiles et une route 5 étoiles, il y aurait égalité. Mais les constructeurs font des voitures rapides, lourdes. Vous connaissez les 4x4 et d'autres engins qui, parfois, quand je les croise, font parfois un peu peur. Hein. Alors, c'est vrai, celui qui l'a conduit, il est en sûreté, beaucoup plus que d'autres. Mais et l'autre en face, il n'a peut-être pas le même type de voiture. Je vais même plus loin que vous. L'autre en face, ça n'est même pas toujours un automobiliste. Ça peut être un cycliste, ça peut être un piéton, mais aussi sur l'incitation de tous ceux qui ont créé ces fameux tests européens Euro NCAP, dont les automobiles clubs. Aujourd'hui, pour avoir droit aux fameux 5 étoiles, un véhicule ne doit plus seulement protéger ses occupants, il doit aussi protéger l'extérieur, et en particulier la hauteur des pare-chocs, leur capacité en cas de choc à se replier, pour absorber une partie du choc et faire en sorte que s'il y a accident, il soit moins grave pour la victime à l'extérieur. Tout ceci commence à être pris en compte. Mais c'est peut-être l'occasion d'ailleurs d'évoquer un point dont nous n'avons pas encore parlé aujourd'hui. Si l'accident arrive, parce qu'il y a des accidents de la circulation, et un problème se pose, c'est l'intervention rapide des secours. Je voudrais l'évoquer sous 2 angles, là encore des propositions ou des actions de l'Automobile Club. L'arrivée rapide des secours, il existe un processus européen qui s'appelle le processus e-call ou appel électronique qui permet aux véhicules de signaler automatiquement à une centrale d'appel qu'il y a eu un problème grave. Et si après une tentative d'échange avec le conducteur, on se rend compte que le conducteur ne peut pas répondre, on peut diligenter l'envoi des secours. C'est un système qui commence à être mis en place dans un certain nombre de pays européens. La France, pour l'instant, n'a pas adhéré au protocole. Et peut-être est-ce également une piste qui serait intéressante. Et puis, autre circonstance et autre proposition de l'Automobile Club, l'accident a eu lieu, les services de secours sont en train d'intervenir, mais les véhicules d'aujourd'hui sont des véhicules sur lesquels, parce qu'ils protègent mieux, sur lesquels un certain nombre de difficultés techniques
existent qui vont poser des problèmes aux agents qui interviennent, aux pompiers la plupart du temps. Des tôles renforcées qui rendent le découpage plus difficile, l'emplacement pas toujours connu de systèmes pyrotechniques, d'airbags, etc., pas toujours connu par les forces de l'ordre. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des fiches de secours à bord avec un site internet sur lequel on peut visualiser son véhicule, imprimer la fiche, un autocollant qui est normalisé maintenant au niveau international entre les automobiles clubs qui signale au secours qu'il y a une fiche de bord dans le véhicule. Et là aussi, nous avons parlé de ce sujet d'ailleurs à la direction de la sécurité civile et à la direction interministérielle de la sécurité routière. Et probablement, les pouvoirs publics pourraient-ils faire un effort pour développer très vite l'usage de ces fiches à bord des véhicules. Donc, beaucoup, effectivement, d'éléments complémentaires pour faire en sorte, Monsieur le Président, que même si tout le monde n'a pas la même voiture, tous les usagers aient accès à un même niveau de sécurité. Merci en tout cas. L'heure avance, on continuera nous. Mais en tout cas, je voulais vous remercier, Monsieur le Président, Roger Brown, également d'être venu encore à l'Assemblée pour poursuivre la première discussion que nous avions eue. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution. Et donc, si vous avez des choses à nous laisser, c'est le moment. Voilà. Merci pour votre écoute. Je vous remercie beaucoup.